A questão que tem nos unido países de língua portuguesa, língua francesa, língua espanhola, diz respeito à nossa preocupação comum com relação à cobertura universal e ao papel que tem os sistemas universais de saúde na promoção, na defesa e na garantia dos direitos de cidadania à saúde. Há um componente que sempre eu gosto muito de salientar, é que esses sistemas de saúde foram construídos por uma vontade da sociedade. No nosso caso, no Brasil, isso se materializou na Constituição de 88 como um destino final de todos os debates e todas as propostas que a sociedade fez. E eu lastimo que não só aqui, mas em muitos países que fizeram a mesma trajetória, a população muitas vezes não tenha tido oportunidade de se manifestar de uma maneira mais concreta. Nós nos preocupamos muito em avaliar desempenho dos sistemas do ponto de vista gerencial, do ponto de vista administrativo, financeiro, mas nós não nos preocupamos em avaliar as expectativas dos cidadãos. Quer dizer, em que medida os nossos sistemas de serviços de saúde estão sendo capazes de responder às expectativas, quer dizer, aquilo que as pessoas esperam que o sistema seja capaz de oferecer. Eu não tenho nenhuma dúvida de que cada vez mais os estados devem exercer o seu papel regulador, ainda mais no nosso país, onde há uma convivência do setor público e do setor privado. Além de exercer o papel regulador, é indispensável que o Estado financie, né? O financiamento público é condição sine qua non para que os sistemas universais de saúde funcionem. O nosso sistema único de saúde sofre do paradoxo de não ser suficientemente financiado, ao contrário da sua pretensão de ser um sistema para 200 milhões de brasileiros. Desse modo, o fato de trocar ideias, discutir experiências com países que passaram e que passam por esses mesmos desafios, enriquece o nosso poder de combater as desigualdades e nos fortalece no sentido de buscar o funcionamento pleno de um sistema que seja universal, que seja gratuito no sentido de que as pessoas não precisam meter a mão no bolso para fazer despesas nos seus cuidados de saúde, que seja integral, ou seja, que não se destine apenas a cuidar de quem está doente, mas tenha a preocupação em preservar a saúde das pessoas, em promover bem-estar, né? E que seja equânime, ou seja, que seja capaz de dar mais atenção a quem mais necessita. Esses são os desafios e os caminhos que nós temos tomado para vencê-los são exatamente esses do compartilhamento de ideias, né, e de experiências. Porque a globalização é isto. Não é? A globalização não pode ser entendida apenas como um interesse comercial de países que produzem, que querem vender os seus produtos numa escala planetária. Globalização, para mim, é a partilha do saber humano, do conhecimento em benefício de todos aqueles que estamos neste planeta. En fait, la mise en place de systèmes publics de santé, public dans le sens d'une administration publique, dans le sens aussi d'un financement public, permet donc une redistribution à travers son mode de financement de la capacité de l'ensemble de la société vers tous ses membres. Et ça a un effet pour réduire les inégalités de santé, qui est un des déterminants les plus importants. Et ça, en soi, c'est déjà un résultat très, très important que de la mise en place des systèmes publics de santé. Les systèmes de santé publics et universels permettent aussi, même, je dirais, obligent, mais permettent que l'État investisse dans ce qui crée la santé. Parce que quand on travaille pour l'ensemble de la population, et non pas pour seulement un groupe d'entre eux, on se rend compte qu'il y a un bénéfice à travailler sur les déterminants de la santé pour éviter que les gens utilisent des services qui sont dispendieux a posteriori. Il y a donc un avantage à ce que le système de santé travaille en étroite relation, de façon intersectorielle, avec les autres secteurs. Et là, je pense notamment à tous
tous les enjeux sociaux, les conditions sociales. On peut penser à la famille, on peut penser à l'éducation, on peut penser au rôle que les municipalités ont, notamment en créant un environnement urbain, social, qui permet aux gens de vivre sainement. Donc, de mettre les conditions en place, les politiques publiques en place pour que leur communauté garde la santé. Et donc, un financement public devient une source d'investissement de l'État dans l'ensemble de la santé de sa communauté. Il y a plusieurs travaux, notamment de l'OMS, la Commission macroéconomique sur la santé, qui ont démontré que de garder l'ensemble de sa population en santé, et non pas seulement une fraction de celle-ci, ce qui fait la différence avec les systèmes privés, donc de garder l'ensemble de la population en santé, crée un bénéfice au niveau de la productivité des gens, et donc une richesse auprès de toutes les communautés qu'il finance. Donc, ça devient une source importante de capital, un capital social, mais aussi un capital financier qui est redistribué pour le bénéfice de l'ensemble de la communauté. Donc, ces systèmes-là, notamment les systèmes de santé primaire, ceux qui donnent accès pour toutes les conditions de base aux personnes, non seulement à travers le financement des médecins, mais aussi des équipes professionnelles, que ce soit des infirmières, des travailleurs sociaux, des nutritionnistes, des hygiénistes. Ces gens-là permettent ensemble, en équipe, de pouvoir répondre aux besoins de base, de les écouter, de répondre aux besoins de base de toutes les personnes et, ce faisant, d'être capable d'améliorer la santé et donc améliorer aussi la richesse de la communauté. Le message principal, c'est qu'on reconnaît très bien que l'état de santé d'une population est dépendante beaucoup de plusieurs déterminants. Alors, les habitudes de vie, les comportements, tout ça sont à l'origine de l'explication de la plupart des problèmes de santé des gens dans une collectivité. Mais plus encore, et c'est bien documenté, il y a les inégalités sociales devant la santé et devant l'accès aux services également qui sont importants. Mais depuis plusieurs années maintenant, même si on a investi beaucoup de ce côté-là, on reconnaît l'importance d'un système de santé qui, idéalement, devrait être universel, donc garantir un accès ouvert pour l'ensemble des populations et permettre à ce que ces personnes-là puissent bénéficier d'un système qui est en continu, qui est capable de les prendre en charge, qui est capable de répondre à leurs besoins, à la lumière de leurs attentes également. Le déterminant système de soins, on le reconnaît comme de plus en plus important, considérant la transformation des populations, notamment leur vieillissement, puisqu'on a besoin d'avoir des systèmes qui permettent un accès, mais aussi une couverture de services pour les maladies chroniques, étendues, pouvant aller évidemment aux maladies cardiovasculaires, au cancer, etc. Donc, c'est important d'avoir des systèmes de santé universels. Et la question fondamentale, le plus souvent bien posée, c'est comment on fait pour assurer une bonne hiérarchie de services dans ces systèmes-là. Et évidemment, c'est tributaire d'une première ligne de soins de santé primaires qui sont bien organisés, qui sont forts et qui sont bien intégrés dans le système de soins avec des bons référentiels. C'est difficile à travers le monde de regarder quels sont les meilleurs systèmes de soins de première ligne. Il y a plusieurs exemples. Mais somme toute, il y a eu des efforts vraiment remarquables au Brésil qui ont été faits depuis 25 ans avec la présence du système universel de santé, le SUS, qui est un modèle différent, qui misait beaucoup et qui mise encore sur des agents de santé communautaire et qui porte fruit. Il y a des résultats des plus intéressants qu'on observe à partir du Brésil. Le Québec a migré depuis une bonne dizaine d'années sur une réorganisation misant d'abord sur des groupes de médecine de famille pour l'accessibilité aux services médicaux, mais également sur une organisation de première ligne par territoire responsable de la santé d'une population et qui est implantée depuis maintenant une dizaine d'années, nos centres de santé et de services sociaux, et qui progressent dans leur évolution,
mais on vit encore des problèmes d'intégration, de continuité et d'accessibilité aux services de première ligne comme aux services spécialisés, mais il y a des efforts d'amélioration. Un lieu intéressant, c'est le Portugal, qui ont migré récemment avec des unités de santé familiale dans un concept dont on retrace des paramètres clés dans d'autres systèmes, notamment au système de santé québécois, quelques éléments des systèmes de santé britanniques, mais somme toute, les unités de médecine de famille sont vraiment un modèle extrêmement intéressant, non pas juste en termes de dynamique d'accès, mais aussi de dynamique de fonctionnement. Donc vraiment un groupe qui travaille ensemble de façon serrée et qui est capable de générer des solutions pour s'assurer que leur citoyenneté, leurs patients ou leurs usagers puissent avoir le meilleur accès possible. En conclusion, je pense qu'il nous faut maintenir une attention particulière sur les attentes de la population. On a développé des systèmes très complexes dans plusieurs États, dans des systèmes qui sont très larges. Ici, par exemple, au Brésil, c'est énorme comme grandeur de système par rapport à des populations qui sont tout de même importantes comme celle du Québec avec 8 millions d'habitants. Mais somme toute, on a développé des systèmes où on a essayé de faire en sorte que la progression puisse satisfaire autant que possible les différentes composantes, les parties prenantes, les groupes, les médecins, les professionnels, les autres, etc. Mais on ne s'est peut-être pas assez systématiquement intéressé à aller piger quelles sont les attentes des populations. Et quand on est capable de faire ça, on est capable sans doute de légitimer des progressions de systèmes qui sont plus harmonisées avec les attentes réelles et les besoins à couvrir. Alors moi, j'espère que nous allons continuer dans des systèmes universels, publics, malgré les pressions colossales sur le financement, mais trouver un moyen d'être plus pertinent, plus efficace, plus efficient. Et les exemples situés dans l'environnement de la coluphras sont en ce sens très riches d'expériences, très riches de sens, devrais-je dire. C'est plutôt, je reprends, les expériences dans l'environnement de la coluphras sont extrêmement intéressantes à observer, à partager pour faire en sorte que nous puissions progresser ensemble, mais de façon séparée dans nos propres contextes et miser sur les bons coups réalisés de part et d'autre. Merci beaucoup. Muito obrigado. Les systèmes publics de santé sont plus que jamais en question dans tous les pays, chez toutes les nations qui ont opté il y a une décennie ou plusieurs décennies pour le système de santé publique. La notion fondamentale qu'il faut aborder, c'est la question du bien public. Le système a été mis sur place, a été constitutionnalisé, a été inscrit dans la fibre intime des nations comme un bien public. Nous sommes maintenant, en 2013, à un carrefour, puisqu'il faut assurer le déploiement des services publics, il faut aussi, bien sûr, aborder la question du financement public. L'évolution des technologies, les succès obtenus par les systèmes publics de santé font en sorte que la demande pour des réponses à des besoins donc qui apparaissent est de plus en plus grandissant. L'État doit maintenant relancer le débat public sur la nécessité d'augmenter le financement pour le service public, pour garder ce caractère de bien public du système de santé qui est si important pour les populations. À défaut d'en débattre, à défaut de lancer ces nouvelles idées de financement pour les besoins particuliers qui apparaissent avec le vieillissement de la population, le développement des technologies, les nouveaux médicaments, eh bien, c'est le secteur privé qui va faire en sorte d'assurer la couverture, mais non pas assurer que ce soit pour toujours un bien public et faire en sorte que toute la population soit couverte en termes de réponse à ses besoins. La nécessité de l'augmentation du financement public est une question sociale. Elle a sa grande importance dans la société et pour en débattre et pour en arriver à une conclusion, il faut mettre les données sur la table et s'assurer que ce bien public, ces services publics se soient assurés à travers un système qui soit également public. Ça demeure un élément déterminant pour la protection du droit à la santé.
Le droit à la santé, il s'exprime par les services qu'on offre à la population sur l'ensemble du territoire, pas à des parties de population ou des parties de territoire. Et c'est dans ce sens-là qu'on ne peut pas demander jusqu'à un certain point de répondre à tous les besoins, y compris les nouveaux besoins de la population, avec les mêmes moyens financiers. C'est toujours difficile pour un État d'invoquer ou d'appeler des financements supplémentaires. On y arrive généralement après que les questions aient été débattues largement dans la société. Lancer le débat, fixer les déterminants, fixer les pôles de référence, fixer les objectifs que l'on poursuit par ces nouveaux moyens de financement, voilà des voies qu'il faut utiliser pour les États pour assurer le maintien et le développement de véritables systèmes publics de santé comme des biens publics. Les acquis d'il y a plusieurs décennies sont maintenant à un carrefour et il faut en arriver à ce qu'on relance le débat comme si nous étions à une époque d'une nouvelle naissance pour les systèmes publics de santé. Le débat, la participation de la population, les informations pertinentes pour y arriver, voilà les ingrédients nécessaires pour s'assurer de la continuité et de la préservation du système public de santé ici au Brésil, au Canada, au Québec, au Portugal, dans d'autres pays qui ont adopté cette façon de s'assurer de la répartition de la richesse par des services de santé universels. Un objectif emballant en soi. Bien, donc je suis Alain Le Tourmy, je suis français et je travaille en économie de la santé, particulièrement sur la question du financement des systèmes de santé. Donc je suis évidemment très intéressé à pouvoir avoir des informations sur le système de santé brésilien parce que je dirais que je travaille sur les questions de couverture universelle de santé et ça me paraît un système qui est évidemment orienté de façon très positive dans cette direction. Alors, je voudrais dire qu'il me semble que le système brésilien, comme d'autres systèmes, respecte un certain nombre de conditions pour que la couverture universelle de santé se mette en place. Je crois que la première condition, c'est d'abord que le droit à la santé de toute la population soit reconnu et, bien entendu, soit garanti par l'État. C'est extrêmement important parce qu'il ne faut jamais oublier que si maintenir une population en bonne santé représente un effort sur le plan des moyens, sur le plan du financement, cet effort sera récompensé pas dans l'immédiat, mais à un horizon de 5 ans, 10 ans, 20 ans, et ça se traduira par une capacité de fonctionnement de la population, une productivité accrue, et donc c'est un élément de développement absolument essentiel. En tant qu'élément de développement, donc le droit à la santé doit être garanti par l'État, et je voudrais insister sur le fait que on ne peut pas envisager de couverture universelle de santé sans un système public de santé. Système public de santé, ça veut dire pour moi deux choses. Ça veut dire que l'État doit s'engager dans toutes les prises de décision relatives au système de santé. Il doit fournir à la population les soins dont il a besoin, s'engager à former les personnels correspondants. Il doit être capable de légiférer, il doit être capable de réguler. C'est l'acteur essentiel de cette couverture. Et la deuxième condition extrêmement forte, c'est que ce système public de santé doit reposer sur un financement public qui vient soit de l'impôt, soit de cotisations à caractère obligatoire, donc de prélèvements à caractère obligatoire. Ce sont les deux conditions essentielles sur lesquelles je souhaiterais insister. La question du financement public
de la santé est sans doute aujourd'hui une des questions les plus délicates, parce qu'on estime que les dépenses publiques doivent être limitées. Mais c'est une erreur de croire qu'en limitant les dépenses publiques, on va travailler dans le sens du développement. C'est tout le contraire qui doit être envisagé, c'est-à-dire que l'État doit prendre les mesures qui permettent que ce financement public soit toujours garanti et qu'au niveau de la formation, au niveau de l'équipement, de l'infrastructure médicale, au niveau bien sûr des dépenses de soins, ce financement public peut continuer à répondre aux besoins essentiels de la population. Alors, ce financement public, autant que possible, et là ça serait une règle de bonne gestion, devrait être garanti par des recettes équivalentes, soit recettes tirées de l'impôt, soit recettes tirées de cotisations. Mais on constate que dans de nombreux systèmes, et le système français est un exemple, la garantie de ce financement peut se faire de manière différée, c'est-à-dire que c'est finalement un endettement public qui permet que ce financement se maintienne. Contrairement à ce que l'on entend souvent, cet endettement, qui bien sûr doit être mesuré, n'est pas un coût insurmontable, parce qu'il ne faut jamais oublier que dans cette affaire, nous avons à la clé un développement, une croissance de la population, e donc c'est un bon investissement. Os sistemas universais de saúde são absolutamente decisivos relativamente ao cumprimento de conjunto de direitos e pressupostos que as sociedades evoluídas devem garantir aos seus cidadãos, nomeadamente o direito de todos aos mais altos padrões de prestação e de acesso a cuidados de saúde. Desta forma, há conjunto de direitos e de características dos sistemas de saúde que devem estar assegurados e que os sistemas universais e de financiamento público têm que se preocupar no sentido de garantir esse direito aos cidadãos. O direito e a garantia do acesso, a garantia dos mais altos padrões de qualidade relativamente aos serviços prestados e também a preocupação em avaliar permanentemente e monitorizar o estado de satisfação, quer dos destinatários dos serviços de saúde, os cidadãos, quer dos profissionais que prestam os cuidados. E, portanto, o grande desafio neste momento por parte das nações, por parte dos países, reside na construção de sistemas que sejam publicamente sustentáveis do ponto de vista económico e que possam constituir pelo seu desempenho sistemas o mais inclusivos possíveis, no sentido de promover cuidados iguais para situações iguais. No caso concreto do meu país, que é Portugal, e que está neste momento sob uma influência de uma crise que graça em toda a Europa, de uma crise económica e financeira, mas também de uma crise social, estas questões colocam-se de uma forma mais aguda, porque há a necessidade de perceber, de monitorizar e de avaliar os impactos na saúde dos cidadãos decorrentes desta mesma crise. E para isto exige-se que esteja criado um dispositivo de monitorização, de acompanhamento e que permita fazer uma gestão previsional destes mesmos impactos, do que está a acontecer no momento e quais serão as consequências destes impactos e futuros na saúde dos cidadãos. E isto implica esse dispositivo de acompanhamento e implica a constituição, o desenho de políticas esclarecidas e políticas orientadas para minimizar em todos os aspectos da sociedade e nomeadamente na área da saúde das pessoas e das suas comunidades os impactos negativos que esta crise económica tem. Um dos aspectos que nos preocupa e que nos faz refletir é também um pouco saber como devemos garantir
o melhor desenvolvimento daquilo que são as características conhecidas e fundamentais dos sistemas universais de saúde, nomeadamente o caráter solidário e redistributivo dos recursos económicos destinados à saúde e, por outro lado, promover os melhores desempenhos, as melhores taxas de custo e efetividade nos cuidados prestados, garantindo que ninguém fica fora deste sistema, o sistema é universal e que o aspecto previdente que estes sistemas têm, nomeadamente assegurando que quando eu necessito da prestação de cuidados, eu estou a usar cuidados que previamente, ao longo da minha vida, eu fui pagando. Tratam-se de sistemas assentes não numa gratuitidade qualquer ou abstrata, mas são sistemas em que os cuidados estão pré-pagos. Eu vou contribuindo na medida das possibilidades ao longo da minha vida contributiva para o sistema e recebo na medida das minhas necessidades e também em função daquilo que eu próprio contribuí para o sistema ou que aqueles com mais possibilidades do que eu, num processo de solidariedade social e comum, vão contribuindo para este mesmo sistema. Portanto, este é de facto o grande desafio e a grande contribuição que os sistemas universais e públicos de saúde têm a obrigação de dar no cumprimento daquilo que é e na garantia, melhor dizendo, daquilo que é direito universal, que é o direito de todos à saúde. J'ai trouvé particulièrement important d'aborder l'aspect accès aux soins de la population par l'intermédiaire de la démarche qui est issue du consensus mondial sur la responsabilité sociale des facultés. Dans ce consensus mondial, il est clairement indiqué qu'il est important, et c'est un des axes de ce consensus, de se préoccuper de la formation des professionnels de santé dont la population a besoin. Très souvent, on forme des professionnels en fonction de tout un tas de critères. Or, la notion de responsabilité sociale pousse à former les professionnels dont véritablement la population a besoin. C'est une démarche centrée sur les besoins de la population et à ce titre-là, je crois qu'on rejoint parfaitement les soucis qui sont ceux de la Colufras. Effectivement, comment permettre à l'ensemble d'une population d'accéder aux meilleurs soins en fonction des ressources disponibles. Há cerca de um ano, quando o aniversário da Revolução de 25 de abril de 1974 em Portugal, um jornal fez uma sondagem junto à população portuguesa em que perguntou qual era o setor da sociedade portuguesa que mais tinha evoluído, aquele que melhores resultados tinha trazido para a população, e foi o setor da saúde que os portugueses escolheram. Consideraram que ao longo todos estes anos, destas dezenas de anos, tinha sido o setor que tinha conseguido criar as condições para que a sociedade portuguesa mais resultados tivesse nesta área. E aquilo que é importante dizer é que todo o esforço que a população portuguesa fez em mais de 30 anos valeu a pena e permitiu construir um Serviço Nacional de Saúde que atualmente, e desde há 20 anos, cobre cerca de 100% da população, que presta os cuidados que são considerados aqueles cuidados essenciais para que as populações possam ter uma vida saudável e produtiva. Este é um sistema também que tem conseguido permitir e que tem permitido ao longo do tempo introduzir inovações, que tem conseguido manter o ritmo de evolução e desenvolvimento do setor da saúde em Portugal. Uma dessas inovações foi a constituição, há cerca de 7 anos, 8, das unidades de saúde familiares em Portugal. As unidades de saúde familiares em Portugal são grupos de enfermeiros, de secretários clínicos e de médicos que decidem trabalhar em conjunto e propõem ao Estado um contrato estável, por muitos anos, em que assumem o compromisso de prestar cuidados de saúde a uma população bem definida. Para isso, e nesse contrato,
tem uma autonomia funcional em relação à organização do trabalho, que é muito grande, mas essa grande autonomia vem acoplada, vem ligada a uma responsabilização também muito grande. Na forma de um contrato, da contratualização de objetivos que garantem um sistema que permite assegurar a qualidade dos cuidados e também a contratualização de objetivos, quer do processo, do modo como os cuidados são prestados, quer dos resultados que se têm que atingir. Este sistema tem sido extensamente escrutinado e investigado por múltiplas entidades, e os resultados têm sido sempre no sentido de que este modelo novo, este modelo das USFs, é muito superior, às vezes no dobro dos resultados que consegue atingir no sentido da melhoria em relação às unidades tradicionais. Quer, por exemplo, no controle de doenças como a diabetes ou a hipertensão, mas também no seguimento adequado de crianças ao longo da sua infância ou de mulheres grávidas ao longo de todo o processo da sua gravidez. E tem conseguido também demonstrar resultados na racionalização dos custos. As unidades familiares gastam de um modo mais apropriado, quer em medicamentos, quer em exames complementares, e mesmo assim gastam menos do que estas unidades tradicionais. E, portanto, é um modelo que tem mostrado muito bons resultados em termos daquilo que presta, dos cuidados que presta à população, e também tem conseguido induzir poupanças, mas são aquelas poupanças que não são cortes cheques, são poupanças que decorrem de se fazer melhor as coisas. De um ponto de vista mais global, acredito que o Estado deve manter como sua função essencial e como sua responsabilidade fundamental o planeamento, a organização, a pilotagem e o financiamento dos cuidados de saúde. Em relação à prestação, as opções podem variar, mas eu também acredito, e é a minha opinião, que o Estado deve prestar e deve prestar ou assegurar a prestação dos cuidados que são considerados essenciais, através de uma regulação forte e, quando for necessário, mesmo da prestação direta dos cuidados. Quando realmente tem esta prestação dos cuidados, deve o fazer como este modelo das USFs, num modelo que permite a autonomia dos profissionais na escolha do modo como querem trabalhar e de como querem fazer chegar, que se chegue aos objetivos, e também, mas sempre de um modo também muito responsável e com controlo adequado à responsabilidade que é o setor da saúde. Finalmente, deixava aqui um desafio. Temos todos de trabalhar para ter um sistema de saúde que cubra toda a população, que permita o acesso oportuno aos cuidados de saúde que sejam considerados essenciais, de um modo justo e equilibrado. Este deve ser o nosso sonho, e aquilo que eu digo é que este sonho é possível. Obrigado.